Smart Tech avec BNP Paribas. Retrouvez des entreprises et des projets innovants. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Smart Tech, l'émission que vous regardez sur la chaîne Bismart en direct dès 11h tous les matins. Alors c'est l'émission qui s'intéresse au monde de l'innovation et aux questions du numérique. On va commencer par l'innovation avec une première mondiale, un méga chantier pour le développement de l'hydrogène, la première centrale au monde d'énergie renouvelable non intermittente grâce aux technologies hydrogène. On parle de sa construction. Ce projet est porté par un groupe français, un tout jeune groupe français qui vient de faire son entrée sur la place Euronext. Ce sera donc le sujet de l'interview avec Damien Havard d'Hydrogène de France dans quelques instants. Et puis au cœur de cette émission, c'est la présidentielle qui va nous intéresser et les cybermenaces qui peuvent peser sur ce moment clé de la vie démocratique. On verra quels sont les risques et si nous sommes suffisamment cyber-armés. On retrouvera ensuite notre rendez-vous avec Game Business pour suivre toute l'actualité économique du secteur du jeu, avant de conclure par une autre innovation française qui pourrait révolutionner la recherche préclinique demain. Mais tout de suite, donc place à l'interview. Alors, je parlais d'un méga chantier hydrogène, je devrais parler de deux au moins méga chantiers avec Damien Havard. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes le PDG et fondateur de Hydrogène de France, qui est finalement une jeune entreprise. Oui, tout à fait. J'ai créé l'entreprise il y a 8 ans. Il y a 8 ans, et donc en activité vraiment depuis ? Alors, ça fait 5 ans qu'on est en train d'accélérer avec effectivement le projet de Guyane. Et déjà, j'ai envie de dire, donc une levée de 151 millions d'euros cet été avec l'entrée en bourse sur la place Euronext Paris et puis deux énormes chantiers, je disais. Alors le premier, plus proche de nous, donc, qui va se passer à Bordeaux, c'est la livraison en 2023 de la plus grosse usine de production au monde de piles à combustible de grosse capacité, et une un peu plus lointaine, mais quand même portée par votre groupe français, la construction de la centrale électrique de l'Ouest guyanais. Ce serait une première mondiale, la première centrale au monde d'énergie renouvelable non intermittente grâce aux technologies hydrogène. On va commencer quand même déjà par expliquer votre métier, Hydrogène de France. Quel est votre métier de base? Qu'est-ce que vous cherchez à développer? Où sont vos savoir-faire? Alors en fait, ces deux sujets correspondent à nos deux métiers. D'abord, on est un développeur de projets, et le projet en Guyane, qui s'appelle CEOG, c'est le type de projet qu'on est en train de développer dans une vingtaine de pays. Voilà, on est en train de développer des projets d'énergie renouvelable. Donc vous fabriquez des infrastructures, des usines, des centrales à hydrogène? Alors on fabrique des centrales électriques. Voilà, le projet en Guyane, c'est une centrale électrique. On vient produire de l'électricité pour les réseaux avec un parc photovoltaïque dans ce cas-là. Dans d'autres projets, on a des parcs éoliens. Et on vient installer sur le projet les technologies hydrogène qui nous permettent d'avoir une électricité renouvelable non intermittente. Voilà. Et là, donc, ce qui est véritablement une première mondiale, c'est le fait de pouvoir produire de l'énergie renouvelable non intermittente. Voilà. Depuis 15 ans, les renouvelables, le pari des renouvelables, c'était de faire des renouvelables qui ne sont pas chers. Donc le pari est atteint. Maintenant, on réussit à avoir du photovoltaïque, de l'éolien de moins en moins cher partout dans le monde. Donc le renouvelable pas cher, c'est quelque chose qui est acquis. Maintenant, il faut que ça corresponde à la demande, quand les utilisateurs en ont besoin. Parce que produire, quand il y a du soleil, s'il n'y a pas les consommateurs en face, il y a une limite. Deuxième chose, l'intermittence fait que les réseaux ont du mal à accepter cette intermittence. Ça se met en route, ça s'arrête, ça se met en route, ça s'arrête. Donc le défi d'HDF, c'était ne plus être dans une logique de l'offre, mais de venir répondre à la demande et d'utiliser les technologies hydrogène pour être en capacité, grâce au stockage qu'on peut faire avec l'hydrogène, de produire quand les gens en ont besoin. Donc c'est l'hydrogène, un hydrogène vert, puisqu'il se base sur des énergies renouvelables, qui permet de résoudre cette complexité du stockage de l'énergie renouvelable. Exactement. Alors, on a quand même besoin de batteries lithium. Ce n'est pas l'hydrogène contre les batteries lithium. Il y a des batteries lithium sur le projet. Quand il faut avoir une réactivité, quand il faut stocker très rapidement, les batteries lithium fonctionnent très bien. Mais quand il faut stocker pendant plusieurs dizaines d'heures, l'hydrogène est tout à fait pertinent. Et c'est là que le fait que les technologies hydrogène s'industrialisent, ça va permettre de multiplier ce type de projet et d'être en capacité d'offrir des énergies renouvelables stables pour les utilisateurs. Alors dans le cas de figure, c'est le gestionnaire de réseau qui nous achète l'électricité.
on est sur un grand projet, on est sur 170 millions d'euros d'investissement. Donc nos premiers clients dans le monde, ce sont d'abord les gestionnaires de réseau, mais on est assez fiers d'être une entreprise française on est les premiers au monde à rentrer dans une deuxième ère des renouvelables, avec les renouvelables qui répondent à la demande, qui ne sont pas intermittentes. Voilà, donc c'est une fierté d'ouvrir cette voie avec le projet CEOG. Et alors, pourquoi cette centrale en Guyane, pas plus proche de nous? Et quels sont vos clients, vos premiers clients? Est-ce qu'ils sont plutôt en Europe ou hors Europe? Alors, on a plusieurs types de projets. Notre offre qu'on appelle Renew Stable, c'est ce qu'il y a en Guyane pour Renewable Energy, donc ça veut dire énergie renouvelable stable. Donc c'est la marque qu'on a déposée. On cherche à développer d'abord ces projets là où il y a des centrales thermiques qui produisent l'électricité, parce que le coût de production des centrales thermiques est très élevé. Ça nous permet d'être compétitifs sans subvention. On arrive à un niveau de compétitivité dans ce type de projet sans avoir besoin de subvention. Donc c'est pour ça que les premiers pays dans lesquels on est en train de se développer, c'est d'abord des pays dans lesquels l'énergie est assez chère. Ça nous permet d'avoir une compétitivité immédiate pour pouvoir déployer nos projets, une réalité de marché pour pouvoir se déployer dès maintenant. D'accord. Et donc vous pourriez multiplier ces centrales sur des points stratégiques tels que celui-ci. On est en train. Vous êtes on est en train de dupliquer ce projet dans une vingtaine de pays, tout à fait. D'accord. Vous parliez de la question des batteries. Donc ce qui va se passer à Bordeaux, là, c'est justement pour trouver une solution, pour être presque autosuffisant, c'est ça, en matière de batterie? Alors en fait, ça c'est le premier métier d'HDF, c'est d'être un développeur. On développe des centrales de production d'électricité. On a un deuxième métier, c'est que quand on a choisi de devenir un industriel d'un des composants dont on a besoin dans nos projets. Dans le projet CEOG, pour faire le stockage d'hydrogène, il faut 3 choses. D'abord, il faut des électrolyseurs, et c'est McPhy qui a été sélectionné. Et je précise qu'ils ont été sélectionnés en étant mis en concurrence, qu'ils ont été les meilleurs, donc c'était pas gagné, et bravo à eux. Il y a Siemens qui va construire le chantier, qui s'occupe aussi du stockage dans des réservoirs de l'hydrogène. Et quand vous avez fabriqué de l'hydrogène pendant la journée, quand il y a du soleil grâce aux électrolyseurs de McPhy, il faut pouvoir reproduire de l'électricité pendant la nuit. Et produire de l'électricité à partir d'hydrogène, ça s'appelle une pile à combustible. Ça fonctionne comme un moteur, on injecte l'hydrogène d'un côté, de l'autre côté ressort de l'électricité et de l'eau. Ces piles à combustible de forte puissance, on ne les trouvait pas sur le marché dans nos puissances, donc on a décidé il y a 5 ans de devenir nous-mêmes industriels. Et donc l'usine de Bordeaux va fabriquer en série des piles à combustible destinées à nos projets et aussi à d'autres clients. Donc c'est une usine qui est principalement destinée à l'export et qui fabriquera en série les piles à combustible de forte puissance. Donc c'est ce qu'on voit sur l'image. Et là aussi, vous nous dites que c'est une première mondiale. C'est une première mondiale d'industrialiser des piles de forte puissance. Les piles à combustible, vous en avez dans les camions hydrogène, dans les bus hydrogène, mais ce type de puissance fabriquée en série, ça n'existe pas. Donc comme on a une avance sur le marché, on a décidé de prendre une avance industrielle et en s'associant avec Ballard Power System pour pouvoir s'associer avec un acteur qui est leader mondial dans les bus hydrogène. C'est-à-dire on part d'une technologie qui est mature. Pour pouvoir avoir une technologie qui n'est pas de la R&D, qui est vraiment en capacité d'être déployée. On en est où sur cet hydrogène, le développement de cette énergie plus verte ou décarbonée? On en est où en France, en Europe? Est-ce qu'on est au tout début d'un projet industriel? Alors, on est au début d'un grand changement puisqu'on peut produire de l'hydrogène vert à des prix compétitifs. On va pouvoir, parce que c'est en train d'arriver. On est encore au stade des promesses, alors? On est au stade où, comme les énergies renouvelables continuent à baisser, là, d'ici quelques années, 4-5 ans, ça y est, on va pouvoir produire de l'hydrogène massivement, de façon renouvelable. Et après, on a ce gaz qui est vert et qui peut être utilisé dans 3 usages. L'industrie, les mobilités, voitures, camions, bus, bateaux, transport, avions. Donc première cause d'émissions de gaz à effet de serre. Voilà. Alors là, surtout, ça permet d'accéder à des mobilités lourdes. Les batteries lithium ne peuvent pas y aller. Et nous, on est sur le 3e usage de l'hydrogène. C'est un marché aussi gros que l'industrie et la mobilité. C'est le fait de pouvoir refaire de l'électricité à la demande. Donc produire de l'électricité verte quand on en a besoin. C'est ce qu'on fait sur notre projet CEOG. Les piles à combustible se mettent en route quand les renouvelables ne sont plus là. Et c'est ce qu'on fera aussi au niveau européen, de pouvoir produire de l'électricité verte à la demande. Donc ça, c'est la baisse des renouvelables qui permet, là c'est en train de se mettre en place, de produire de l'hydrogène dans des quantités importantes pour ces usages. Donc ça ne vient pas se substituer aux autres solutions de production de l'énergie, on est d'accord? Ça vient faire ce que les renouvelables ne font pas. Ouais. Et ça vient remplacer le méthane qu'on importe de Russie, et ça permet d'avoir cette indépendance, de produire de façon renouvelable, de pouvoir développer les usages. Donc on est vraiment
Là, on sent qu'il n'y a pas encore énormément de projets qui sortent, mais ça va arriver, c'est sûr, puisque c'est légitime, ça n'a pas besoin d'être subventionné. Les choses sont en train d'arriver dans des proportions qui sont très importantes. Merci beaucoup, Damien Barre, pour vos explications et félicitations pour ce que vous êtes en train de monter, tous ces projets gigantesques autour de l'hydrogène. Je rappelle que vous êtes PDG et fondateur d'Hydrogène de France. Dans Smart Tech, on enchaîne avec un talk qui va nous parler des menaces cyber sur la présidentielle. Cyberespionnage et élection présidentielle. Alors, quels sont les risques? Y a-t-il des parades? On a eu pas mal d'actualités qui ont de quoi nous inquiéter, notamment cette affaire Pegasus, on a trouvé en fait un logiciel espion dans le portable de ministres français. On sait aussi aujourd'hui qu'un cyberespionnage russe s'est produit au moment de l'élection aux États-Unis de Donald Trump. On a les réseaux sociaux qui communiquent de plus en plus sur leur façon d'aider à protéger l'intégrité des élections dans le monde, ce qui veut dire donc qu'il y a véritablement un danger, que tout le monde en est conscient. On en parle donc avec Bastien Bob, directeur technique Europe continentale chez Lookout. Bonjour, spécialiste dans la cybersécurité mobile et la protection des données, hébergées dans les services de cloud. Également avec nous en visio, Charles Thibault, qui est directeur de recherche à la Joint European Disruptive Initiative, qu'on peut appeler JEDI plus rapidement, et aussi chercheur associé à l'IRIS, l'Institut de Relations internationales et stratégiques. C'est un spécialiste en particulier du rôle des GAFAM BATX et des nouvelles technologies comme l'IA dans les relations internationales. Première question que je vais vous poser à tous les deux. Quelles sont, selon vous, les principales menaces qui pèsent là sur ce moment clé finalement de la vie démocratique française, qui est l'échéance de l'élection présidentielle en 2022? Sébastien Bob. Alors, effectivement, l'ingérence de l'ensemble des pays qui sont censés être des amis, via des fake news, via les réseaux sociaux, via les attaques cyber, peut peser effectivement sur l'opinion publique, peut désinformer la population française et voire même faire circuler effectivement des fausses informations, récupérer des informations, les transformer, ou tout simplement voler des informations. Donc des campagnes d'influence. Oui, c'est ça. C'est effectivement ce qu'on appelle des campagnes d'influence qui utilisent les outils informatiques, qui utilisent les réseaux sociaux, qui utilisent les menaces cyber, qui utilisent les attaques informatiques. Alors c'est pas nouveau, c'est pas juste 2021, on l'a vu effectivement, comme vous l'avez dit, en 2016, on l'a vu dans la campagne américaine. C'est pas nouveau, ce genre de manipulation des foules, voilà, ça fait quelques... Alors comme c'est pas nouveau, on pourrait imaginer qu'on s'y prépare bien. Charles Thibault, selon vous, bonjour. Quelles sont ces principales menaces qui pèsent sur la présidentielle en France ? Bastien Bob a dit effectivement l'essentiel, c'est-à-dire il y a en gros 3 types d'attaques qui sont possibles, c'est-à-dire du sabotage, de l'espionnage et de la subversion, c'est-à-dire de la manipulation. Et effectivement, la manipulation peut arriver très tôt grâce à l'espionnage en particulier si des malfaiteurs, si je puis dire, des attaquants, qu'ils soient d'ailleurs français ou étrangers, venant d'États alliés ou d'États adversaires, utilisent ou récupèrent des données confidentielles pour pouvoir ensuite les répandre sur les réseaux sociaux, par exemple, ou via des médias plus stables, mieux insérés, et notamment si ce sont des informations sensibles qui peuvent nuire à la réputation, notamment, d'un candidat. C'est ce qui est arrivé effectivement en 2017, en 2016 et 2017, à la fois dans les campagnes présidentielles américaines et françaises. Alors, je dirais que c'est sans doute pas nouveau, ces campagnes d'influence, cet espionnage possible des campagnes présidentielles à travers le monde. Ce qui a changé, c'est quoi? C'est la dimension que ça a pu prendre, c'est l'impact que ça peut avoir sur le public. Ça, je dirais, c'est la partie peut-être négative, la face noire du numérique, mais il y a aussi le fait qu'on soit davantage armé face à ces menaces. On a des outils aujourd'hui, on les connaît. Pegasus, par exemple, a été révélé par votre société, notamment. Pegasus, c'est pas nouveau. Ça fait depuis 2016 qu'on les a identifiés, qu'on les suit. Pegasus, c'est un logiciel. La société, c'est NSO Group, NSO, une société israélienne. Pegasus, c'est pas nouveau. Les attaques mobiles, c'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est qu'en fait, les usages, le mobile aujourd'hui, ou même les ordinateurs, sont encore plus courants dans notre vie qu'il y a 5 ou 10 ans. Le mobile est toujours avec nous. Il a énormément d'informations sur nous, sur notre vie privée, sur notre vie professionnelle. Et en fait, les acteurs malveillants ont bien compris qu'en ciblant le mobile d'une personne, en espionnant une personne via son mobile,
via un logiciel malveillant, on peut récupérer énormément d'informations chaudes sur la personne. Mais on sait les protéger, puisqu'on a su repérer Pegasus, les informations finissent quand même par sortir. Alors on sait les protéger si tant est qu'on installe une solution de sécurité qui est capable de détecter Pegasus. Et le problème de l'utilisateur lambda, c'est qu'il fait confiance au marketing de Google ou d'Apple en disant, voilà, ce qui reste sur un iPhone, ce qui se passe sur un iPhone reste sur un iPhone, c'est les pubs d'Apple. Hein. Globalement, c'est pas vrai, on sait que c'est pas vrai, Pegasus l'a bien montré, et on le voit, il n'y a pas plus d'attention qui est portée à la sécurité des mobiles par les particuliers. Alors je vais faire réagir Charles Thibault, vous connaissez bien ces problématiques dans les relations internationales. Les politiques devraient a priori être particulièrement sensibilisés et prudents. Est-ce que c'est le cas ou est-ce que ce sont des utilisateurs lambda finalement ? Bah oui, finalement, ça reste des êtres humains. Et donc, même si on leur donne des terminaux sécurisés, si l'ANSSI, voilà, il joue un rôle très important, donc l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, évidemment, ils vont préférer peut-être des terminaux plus user-friendly, comme on peut dire, et donc beaucoup moins sécurisés. Le président de la République a dit qu'il utilisait notamment WhatsApp, et donc c'était une solution sécurisée. Évidemment, ça peut prêter à sourire pour une grande partie de la communauté de la cybersécurité, mais c'est quelque chose qui existe véritablement. Et en plus de cela, c'est que ces acteurs politiques, les gens qui font partie des campagnes présidentielles, ne sont pas non plus au courant des dispositifs légaux ou paralégaux qui permettent à de nombreux États, et on peut dire les principaux, les États-Unis, la Chine, la Russie, eh bien, de pouvoir espionner assez facilement les utilisateurs des équipements ou des logiciels de leur société nationale. Voilà, ça c'est quelque chose qui mériterait plus de sensibilisation, peut-être de formation, et en tout cas lever un petit peu cette naïveté ambiante qui nous dessert grandement. Comment est-ce possible aujourd'hui de rester dans cette naïveté ? Vous avez des actions que vous menez auprès des dirigeants, des décideurs aujourd'hui en France ? Alors oui, c'est notre quotidien. Hein. On a d'ailleurs énormément de clients, que ce soit en France ou en Europe ou même dans le monde entier. On a 200 millions de terminaux aujourd'hui qui sont sécurisés par une application Lookout. Donc globalement, il y a une prise de conscience, mais 200 millions sur les 6 ou 7 milliards de téléphones qu'il y a dans le monde, c'est pas grand-chose. Et alors, il est vrai que sur le marché français, nous on est une boîte américaine, donc globalement les administrations françaises ne sont pas forcément enclins. On parle beaucoup de souveraineté et de gouvernance de ce type de solution de sécurité. C'est vrai que pour les administrations françaises, c'est compliqué de prendre une solution de sécurité américaine pour protéger les mobiles. Même si on est les meilleurs sur ce marché-là, c'est aussi compliqué pour certaines administrations. Ce que je comprends. En revanche, il n'y a pas de solution française qui sont au niveau de ce qu'on fait et qui sont capables de protéger les téléphones de nos dirigeants. Je sens déjà que je vais avoir des réponses sur ce point. Non, mais c'est un peu le souci. Et voilà, on a l'expérience, on a la base installée, on a la base de connaissances qui va bien pour protéger contre la plupart des menaces mobiles. Charles Thibault, si on prend les considérations géopolitiques, est-ce que la France est plus particulièrement cyber-menacée au moment de l'élection présidentielle ? C'est un acteur menacé, ça c'est clair, mais en raison de la place de la France, qui est un acteur important sur la scène internationale, la 5e ou 6e puissance mondiale. C'est également aussi un acteur qui est important dans le processus décisionnel européen. Le nom de la France a une initiative européenne, mais cette initiative à terre, et donc il est extrêmement intéressant pour des acteurs extérieurs de vouloir peser sur le débat présidentiel français, dans la mesure où un acteur beaucoup plus susceptible de défendre leur position serait bien sûr un avantage très important. Et on sait en plus qu'en France, on est dans un système politique, sociopolitique extrêmement centralisé, concentré autour d'une figure, le président de la République, qui est un acteur relativement omnipotent dans les institutions. Et il est d'autant plus, disons, attrayant, convoité de cibler cette personne pour essayer d'avoir un candidat, justement, ou un président favorable aux positions de tel ou tel parti dans le monde. Est-ce qu'on a donc les armes suffisantes aujourd'hui ? Est-ce que les candidats peuvent être davantage équipés pour mieux protéger cette élection ? Les candidats, mais aussi la société civile à travers les réseaux sociaux, leurs smartphones. Est-ce qu'on est cyber-armé là pour attaquer cette campagne de manière un minimum protégée ? De mon point de vue, non, pas suffisamment. À la fois sur les réseaux sociaux, on l'a vu, la position de Facebook n'est pas suffisamment active, Twitter non plus, pas suffisamment active sur
la propagation des fake news, même juste sur les liens, sur les faux liens qui vont justement amener des utilisateurs à installer des logiciels malveillants pour récupérer de l'information. C'est quoi, c'est un manque de réactivité aujourd'hui des réseaux sociaux face aux déclarations que vous pouvez leur faire? D'ailleurs, j'imagine que vous dénoncez certaines pratiques régulièrement. Oui, alors c'est un manque de réactivité et c'est surtout aussi une intelligence, il faut le reconnaître, des acteurs malveillants qui ont bien compris que les fake news, les liens, les réseaux sociaux, les comptes Twitter qui diffusaient de l'information peuvent être suivis, relayés assez facilement. Ils jouent sur cette viralité, notamment soit pour publier des éléments malveillants, soit pour publier des fake news. Donc. Et il y a des armes aujourd'hui plus dangereuses qu'avant. On a parlé de l'outil Pegasus qui réclame même pas un clic sur un smartphone en fait. Alors oui, Pegasus, on va dire c'est le haut du panier en termes de menaces mobiles. Après, des logiciels comme Pegasus, il y en a plusieurs milliers. L'intérêt de Pegasus, c'est justement la capacité de déploiement sans interaction avec l'utilisateur. Ouais. Mais beaucoup de logiciels malveillants vont demander 1 clic ou 2 clics en bernant l'utilisateur. Et en fait, c'est des logiciels qui coûtent beaucoup moins cher, qui sont beaucoup plus abordables et qui sont souvent utilisés justement pour des cibles un peu, on va dire, moins médiatisées, moins ciblées. Mais l'idée, c'est de les berner en leur faisant cliquer sur un lien ou en faisant installer une application, en leur demandant une permission, en leur demandant l'accès à des données sensibles, sous prétexte de leur donner accès à une information privilégiée, soi-disant, et en fait on berne l'utilisateur et on viole sa vie privée. Ça, c'est la méthode plus simple, effectivement. Bah oui, c'est la méthode plus simple. La France a plutôt une stratégie de cyberdéfense que de cyberattaque. Est-ce que ça pourrait changer? Parce que ailleurs, autour de nous, c'est pas vraiment le cas. Alors, la France a déjà passé le cap d'établir une stratégie cyberoffensive depuis 2019, si ma mémoire est bonne. Donc ça change déjà. Mais alors pour le moment, on est, disons, mais toutes les parties sont finalement un petit peu empêtrées dans un problème insoluble. C'est l'attribution en fait de ces attaques. Il est extrêmement difficile techniquement, la plupart du temps, d'attribuer de façon sûre et certaine l'attaque à tel ou tel acteur, en particulier s'il s'agit d'un État, puisque vous vous doutez bien que si on se trompe, les conséquences diplomatique et au-delà pourrait être tout à fait catastrophique. Il y a cela, et puis il y a effectivement le fait qu'on est aujourd'hui face à un monde, le cyberespace, même si le terme peut paraître un peu désuet, qui est aujourd'hui complètement anomique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de normes. Aujourd'hui, il n'existe pas de traité sur la cyberconflictualité. Le groupe d'experts gouvernementaux de l'ONU, il travaille depuis des années et des années sans jamais aboutir au moindre résultat. J'ajouterai une chose aussi, pour rebondir sur ce que disait votre intervenant juste avant, c'est qu'il y a un marché de l'armement numérique aujourd'hui qui est extrêmement florissant. NSO en fait partie, évidemment. Il y a un marché des malwares, il y a un marché des 0D qui peut rapporter à celui qui les vend des centaines de milliers, voire des millions de dollars. Voilà, c'est quelque chose qui est assez préoccupant dans la mesure où aujourd'hui il y a une sorte de marchandisation de la vulnérabilité informatique, alors que peut-être dans les années 90 encore, même s'il y a quelque chose d'un peu mythique autour de cela, eh bien il y avait une forme de coopération, une forme de bénévolence de la part des hackers pour justement aider les éditeurs de logiciels, par exemple, à déceler ce type de vulnérabilité et venir les patcher. Là, c'est quelque chose qui a un petit peu disparu, malheureusement. Oui, alors c'est vraiment très préoccupant. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on peut garantir un minimum de sérénité là, pour l'échéance 2022? Déjà, sur l'ensemble des outils informatiques, il faut suivre les patchs, parce qu'effectivement, comme on l'a dit, les vulnérabilités sont découvertes tous les jours. Elles sont exploitées tous les jours avant que l'éditeur soit même au courant, avant qu'il mette le correctif de sécurité en place. En revanche, dès qu'il y a une mise à jour, il faut la patcher, c'est-à-dire qu'il faut l'installer. C'est plus grave aujourd'hui de ne pas installer les mises à jour que d'avoir un petit problème de fonctionnement suite à la dernière mise à jour Apple ou à la dernière mise à jour Android. Donc globalement, quand une mise à jour est disponible, que ce soit pour une application, que ce soit sur un PC ou que ce soit sur un téléphone, il faut la faire. Ça, c'est important parce que quand il y a une vulnérabilité qui est exploitée, tout de suite, quand il y a une vulnérabilité qui est découverte et qui est patchée, tout de suite, elle va être exploitée quasiment dans la journée. Donc c'est important d'être réactif. Après, il faut aussi. Donc ça, c'est un message c'est un à message tous les décideurs et d'hygiène. Toutes les équipes de campagne. C'est ça. Hygiène informatique. Mettez à jour, évitez déjà d'avoir des connexions Internet ouvertes. Faut limiter un peu le trafic, limiter un peu ce qui peut s'exécuter, que ce soit sur un mobile ou sur un PC.
mettre à jour. Mais c'est des bonnes pratiques, en fait. C'est des bonnes pratiques d'informatique, de sécurité informatique. Est-ce qu'on aurait des pratiques plus spécifiques qu'on pourrait établir ? C'est toujours de réfléchir avant de cliquer, mais c'est plus facile à dire qu'à faire, surtout avec l'instantanéité des messages. Mais voilà, juste réfléchir 1 à 2 secondes quand une information est, on va dire, trop grosse pour être vraie. Vous êtes dans l'éducation, la prudence, et ce qu'on explique, je dirais pas tous les jours, mais enfin quand même beaucoup, quand on parle de cybersécurité. On n'a pas des programmes spécifiques aujourd'hui pour protéger une élection ? Le meilleur programme, c'est l'éducation. C'est de toute façon, c'est d'être capable d'éduquer. Alors effectivement, quand on parle d'éduquer des politiques sur la sécurité informatique, c'est pas forcément évident. Je sais pas, ça peut être par exemple d'avoir des stratégies. Qu'en pensez-vous, Charles Thibault ? Est-ce qu'on peut mettre en place des stratégies pour contrer, prévenir des attaques, des cyberespionnages, des attaques d'influence sur la France ? Ça me paraît compliqué. Il y a aujourd'hui effectivement des sortes de groupes de travail avec notamment les plateformes, les grandes plateformes technologiques type Facebook, Twitter, YouTube, etc. avec les gouvernements pour empêcher notamment tout ce qui est subversion, astroturfing, manipulation de masse, diffusion de fake news, etc., etc. Mais je suis d'accord avec l'autre intervenant, c'est-à-dire que c'est une question d'éducation en priorité et bien comprendre aussi que on ne peut pas avoir d'alliés en la matière. C'est-à-dire que tous les États ont intérêt aujourd'hui à vouloir influencer le résultat de l'élection présidentielle. Et en fait, je veux jeter la pierre à personne. C'est-à-dire que je suis persuadé que nous-mêmes, nos services, font exactement la même chose sur le reste du monde. C'est un petit peu c'est le jeu, d'une certaine manière. Simplement, il faut comprendre qu'effectivement, les solutions techniques qu'on utilise, les logiciels, les équipements appartiennent à des entreprises qui sont soumises à des règles juridiques qui les obligent notamment à introduire par exemple systématiquement des backdoors dans certains équipements ou certains logiciels. C'est le cas, ça a été montré par exemple avec les États-Unis. Vous savez, quand il a été question notamment de faire passer l'ensemble du parc informatique du ministère de la Défense en 2008-2009 chez Microsoft, vous avez un comité d'experts du ministère de la Défense qui a dit surtout ne faites pas ça parce que vous avez chez tous les éditeurs logiciels américains l'introduction de backdoors par la NSA de façon systématique. Et ensuite, on a eu des révélations d'Edward Snowden qui sont plutôt allées dans ce sens-là aussi. Donc, n'ayons aucune naïveté, mais réfléchissons peut-être au fait que potentiellement toute information divulguée sur les réseaux va être captée par un certain nombre d'acteurs et il faut plutôt agir en conséquence, c'est-à-dire agir sans naïveté. Et oui, parce que sinon on se retrouve à ne compter que sur les GAFAM finalement pour nous protéger si on n'a pas nos propres solutions souveraines. Alors ça risque d'être un peu tard de s'y mettre dès aujourd'hui, en revanche. Du côté des smartphones, est-ce que c'est par là principalement que peut arriver la menace ? C'est entre autres par là, c'est pas que par là. C'est pas l'avantage du smartphone pour un attaquant, c'est que le smartphone vous suit tout le temps. C'est-à-dire qu'il est dans votre poche tout le temps, vous dormez à côté, à l'inverse d'un PC traditionnel qui est soit dans un bureau, soit dans une mallette la nuit. Et c'est peut-être aussi l'outil dont on se méfie le moins finalement. Oui, et puis voilà, il nous accompagne partout. Il a notre vie privée, il a notre vie professionnelle, il a tout. Alors effectivement, il est très utilisé par les députés, par les ministres, pour échanger. Alors, effectivement, ils utilisent aussi les outils qui sont utilisés par la population française, WhatsApp, Telegram et Instagram et toutes les applications un peu tendance de réseaux sociaux, parce que ils veulent aussi avoir une image un peu plus jeune de la politique et on voit avec les outils qu'ils utilisent, avec les lives YouTube, avec les lives sur l'ensemble des plateformes de réseaux sociaux, ils ont besoin d'accéder à ces informations-là. Le problème, c'est d'ouvrir les téléphones mobiles des députés, enfin en tout cas des politiques, à ce type d'usage, ça amène forcément des risques supplémentaires. Et ils ne vont pas faire plus attention parce que ils ont un compte Telegram ou un compte Instagram sur leur téléphone. Ça peut être une menace et ça sera une menace, on le sait, on l'a vu. Et ça va se reproduire, ça c'est certain. Tant qu'ils ne mettent pas en place les solutions de protection pour sécuriser leur téléphone, ça se reproduira. Charles Thibault, un dernier conseil pour les candidats à l'élection. Est-ce que vous allez essayer de les sensibiliser sur cette question de la protection numérique de l'élection ? Moi, non, je vais rester très humble et surtout pas me lancer dans ce genre de non, mais formation. Je pensais au travers de l'IRIS. Est-ce qu'il y a des projets justement d'information ou des documents qui peuvent attester des dangers aujourd'hui et des affaires qui ont déjà existé autour des élections ?
Alors autour des élections, je ne suis pas sûr qu'on ait écrit là-dessus, mais effectivement, on travaille assez régulièrement sur effectivement les liens qui peuvent exister entre certaines entreprises et leur état de tutelle. En ce moment, moi, je travaille particulièrement sur la Chine à cet égard, notamment autour de la 5G, pour expliquer effectivement ce risque d'introduction de backdoor systématique dans les équipements et logiciels. Je crois qu'effectivement, le principal conseil qu'on peut donner à nos hommes politiques, c'est de se former sur ces questions. Certes, ça peut paraître un peu aride de prime abord d'attaquer un sujet comme ça, un peu ésotérique, mais finalement on s'y fait assez bien. Moi-même, je ne suis pas un technicien de base, j'ai une formation en sciences sociales et j'ai compris à peu près, si vous voulez, les grandes considérations techniques qu'il faut avoir. Et ensuite, on peut raccrocher ça très facilement à des éléments de politique internationale ou de règles juridiques. Et ça se fait très bien. Et je pense que chaque candidat doit avoir dans son équipe quelqu'un qui est capable, effectivement, de connaître ces considérations juridiques et géopolitiques. Et ben voilà une mesure qu'on pourrait prendre. Ça serait un conseiller en cybersécurité pour les candidats. Merci beaucoup, Charles Thibault. Je rappelle que vous êtes directeur de recherche à la Joint European Disruptive Initiative et chercheur associé à l'IRIS. Et merci aussi à Bastien Bob, qui était en plateau, directeur technique Europe continentale chez Lookout. On part en pause et ensuite on se retrouve pour parler de l'actu économique autour du jeu vidéo. Et nous voilà de retour sur le plateau de Smart Tech que vous regardez dès 11h en direct sur la chaîne Bismart. C'est l'émission qui s'intéresse au monde du numérique et de l'innovation. Dans cette deuxième partie, vous le savez, on va terminer l'émission par la découverte d'une nouvelle technologie. Ce sera une techno française qui pourrait révolutionner la recherche préclinique en concevant des mini-cerveaux de laboratoire. Mais alors d'abord, on a rendez-vous avec l'actu économique du jeu vidéo. C'est notre rendez-vous Game Business avec Guillaume Monteux, président de Gatsby, société spécialisée dans l'in-game advertising et donc notre chroniqueur régulier de ce monde du jeu. Bonjour Guillaume. Bonjour Delphine. Alors aujourd'hui, on va commencer par une news, les ventes de jeux vidéo. Oui, alors le marché global du jeu vidéo, selon Bitcraft, c'est 336 milliards de dollars. Ouais, sur un an. C'est toujours en milliards avec vous. Toujours en milliards. Les ventes, et c'est pas fini. On va s'intéresser aujourd'hui effectivement aux ventes de jeux vidéo sur PC et sur console. Alors je vous le dis tout de suite, on vend plus de jeux vidéo sur console que sur PC. La somme des deux, donc les ventes PC et console de jeux vidéo, c'est 80 milliards de dollars sur un an. 80 rapporté à 336, on est presque à 25% de la chaîne, si vous voulez, de valeur sur les jeux vidéo. Donc c'est un très très gros morceau. Donc 80 milliards, je le répète, c'est plus gros que l'industrie de la musique et du cinéma réunis. 80 milliards de ventes de jeux PC et consoles, c'est aussi plus petit que la monétisation des jeux mobiles. La monétisation des jeux mobiles, c'est 90 milliards. Mais les ventes de jeux sur PC et de consoles sont importantes et les observateurs le regardent de très près parce qu'évidemment, ça a des implications sur les ventes de consoles et sur les ventes de bien d'autres choses dans le monde des jeux vidéo. Donc, ce qui expliquerait que l'on voit autant de rachats de studios dans le PC et les consoles. Absolument. Et je vous propose de regarder les ventes de jeux en septembre dernier et en fait les jeux qui plaisent. Septembre, c'est un mois qui est intéressant dans le monde du jeu vidéo. D'abord parce que c'est un mois que les marketeurs, ceux qui font du marketing, appellent le back to school, c'est-à-dire qu'on rentre tous de vacances, on va dépenser de l'argent. Donc est-ce qu'on en dépense ? On s'équipe. Est-ce qu'on en dépense beaucoup dans les jeux vidéo ou pas ? Et sur quel type de jeux vidéo on en dépense ? Et puis le mois de septembre, c'est aussi un mois qui est intéressant parce que c'est le mois qu'ont choisi les grands studios qui développent des jeux sportifs pour sortir leur nouvelle mouture. Donc en septembre, on va retrouver FIFA 22, on va retrouver NFL 22, on va retrouver le basket 2022, etc., etc. Donc, septembre 2021, selon l'organisme NPD, ne déroge pas à la règle, c'est toujours les mêmes qui trustent les meilleures ventes. EA trust les deux meilleures ventes avec FIFA 22 et avec NFL 22. Take-Two Interactive aussi dans le trio de tête avec NBA 2K. Take-Two Interactive qui est un studio qui est entre guillemets moins connu du grand public, mais c'est un géant de l'industrie. Take-Two Interactive, c'est la maison mère de 2K Games qui fait NBA 2K et aussi des jeux de catch, WWE 2K, etc., etc. Mais c'est aussi la maison mère de Rockstar.
et Rockstar, c'est Red Dead Redemption, c'est GTA. Donc voilà, on est parmi les grands, on est parmi les géants. Et le reste de la liste n'est composé aussi que de géants. Activision avec Diablo, Call of Duty, Sony avec Ghost of Tsushima, le dernier Spider-Man, Square Enix qui distribue Life is Strange. Bref, de très grosses franchises. Donc dans les 10 meilleures ventes, il n'y a que 2 jeux qui ne sont pas des franchises. Et ces jeux-là sont littéralement excellent. Vous voyez la difficulté, entre guillemets, pour des jeux non franchisés, pour des jeux de petits éditeurs, d'aller atteindre les meilleures ventes. Mais alors, pas de studio appartenant à Microsoft, ni d'éditeurs français. Non. Alors, pour retrouver des Français, il faut dézoomer un peu. Il faut sortir de septembre. Il faut aller voir sur toute l'année 2021. Et si on regarde les ventes 2021, on retrouve Ubisoft en 10e position avec le jeu Assassin's Creed Valhalla. On retrouve Microsoft en 9e position avec le jeu Minecraft. Et puis, toutes les autres places, c'est les mêmes. Sony, Capcom, Activision, Nintendo, voilà, toujours les mêmes. Voilà. Alors, ces chiffres-là et les chiffres de vente que nous avons tous dans l'industrie sont tout à fait officiels, ils font référence, mais ils sont incomplets. Ils sont incomplets pourquoi ? Parce que certains éditeurs, certaines maisons ne communiquent pas sur leur vente digitale. Vous savez que quand on vend un jeu vidéo, on peut soit aller l'acheter dans une grande surface ou dans un magasin spécialisé, donc en physique, soit l'acheter sur les stores en digital. Et typiquement, Nintendo et Take-Two Interactive ne communiquent jamais sur les ventes digitales. Et pourquoi ? Pourquoi ça ? En fait, il y a plusieurs raisons. D'abord, il y a des raisons qui sont liées au secret industriel. Ensuite, les ventes digitales sont bien plus complexes à comptabiliser parce qu'une vente ne donne pas forcément lieu à un échange d'argent. La contrepartie n'est pas forcément monétaire. Donc, les comparaisons sont un peu plus compliquées à faire. Et puis, en Asie, la transparence, au grand public notamment, c'est pas forcément la règle. Donc, on n'est pas forcément étonné qu'un Nintendo ne communique quasiment sur rien. Alors, si on reprend le classement, en France, j'imagine qu'il est un petit peu différent, parce qu'on n'est pas très football américain, nous, par exemple. Oui, en France, il est un peu différent, mais pas tant que ça. En revanche, l'année prochaine, ça c'est sûr qu'il sera, à mon sens, complètement différent. Pourquoi ? En quoi ? Écoutez, Electronic Arts vient de faire savoir que la FIFA, donc je parle de la fédération sportive, leur demande maintenant 250 millions de dollars par an pour pouvoir utiliser la franchise FIFA et les franchises qui sont associées, des franchises de clubs de football qui sont associées. Pire que ça, la fédération sportive demande à EA de s'engager sur 4 ans, c'est-à-dire de débourser aujourd'hui un chèque d'1 milliard de dollars. Ils deviennent de plus en plus gourmands. Et alors, combien paye Electronic Arts aujourd'hui ? Electronic Arts a fait fuiter le fait qu'il payait aujourd'hui 150 millions de dollars par an à la FIFA, ce qui est déjà énorme. Et en fait, l'industrie s'organise. Le concurrent de FIFA, PES, édité par Konami, a annoncé 2 gros changements. D'abord un changement de nom, donc PES devient eFootball, mais surtout un changement de business model. Le jeu, avant qu'on pouvait acheter, et devient free-to-play, c'est-à-dire que vous pouvez jouer avec 9 équipes, en l'occurrence à eFootball, gratuitement, et si vous voulez jouer à votre équipe avec vos couleurs, vos maillots, les noms des joueurs, etc., il faudra les acheter. En fait, on va passer, même sur le foot, à des jeux avec des passes de combat. Alors, je ne sais pas ce qu'ils vont appeler ça dans le foot, mais des business models qui vont ressembler à ceux d'Epic, avec Fortnite ou Rocket League, et donc potentiellement des changements dans les ventes des jeux vidéo pour l'année prochaine. Merci beaucoup, Guillaume Monteux, pour ce premier point sur l'économie du jeu vidéo. On continuera ensemble, évidemment. À très vite, Guillaume Monteux, président de Gatsby. À suivre, c'est la découverte, je vous en ai un petit peu parlé, de mini-cerveaux de laboratoire. Et demain, c'est notre séquence quotidienne sur l'innovation avec un zoom précis. Bonjour Cécilia. Et ce zoom précis, on va le faire sur une techno française qui veut révolutionner la recherche préclinique. Oui, la recherche précisément de traitement en maladies neurodégénératives. En fait, c'est une société qui s'appelle Synaxis. Elle a conçu le premier modèle de cellules souches destiné à la recherche préclinique, vous l'avez dit. Il est capable de prédire les réponses de notre cerveau en fonction des traitements qu'on va y appliquer. Concrètement, c'est un peu comme si on avait créé des mini-cerveaux pour pouvoir les étudier à volonté et surtout en temps réel. Et alors, à quel moment intervient cette technologie ? Alors,
je reprends un petit peu le Ouais. fil. Ces maladies qu'on va traiter, eh bien, c'est les maladies d'Alzheimer ou alors la sclérose en plaques. Ce qui veut dire que ces maladies endommagent le cerveau de façon irréversible. On dit irréversible, bien sûr, parce que pour l'instant, il n'existe pas de traitement pour soigner notre cerveau. Alors, il faut trouver des traitements, faire des tests, et ça passe inévitablement par une phase de test sur les animaux. Et c'est là qu'intervient la société Synaxis. Elle veut balayer cette phase de test sur les animaux et faire des tests sur ces mini-cerveaux. Alors concrètement, elle a conçu un modèle 3D de cellules souches de culture. C'est-à-dire qu'on a pris la cellule souche du cerveau d'un homme et puis on l'a répliquée en laboratoire pour pouvoir ensuite recréer un mini-cerveau, donc le cerveau d'un être humain. Et on va même recréer les dommages qu'auront été provoqués par la maladie qu'on veut étudier. Donc c'est vraiment complètement configurable. Et là, ça va encore plus loin. C'est-à-dire qu'en plus de tester ce traitement, on va pouvoir voir les résultats en temps réel. Parce qu'on a l'avantage que cette solution, elle est connectée, si j'ose dire. On utilise la technique qui s'appelle la microscopie électronique analytique. En fait, ce sont des capteurs biologiques très spécifiques qui existent déjà, ce n'est pas inventé par la société, mais utilisé ici, ça permet d'observer en temps réel l'action du traitement sur ces mini-cerveaux et donc d'agir très précisément et très rapidement sur l'intervention de ce traitement sur le cerveau. Ça veut dire que cette société vend sa techno à des laboratoires. Exactement, à des laboratoires. Alors pour l'instant, les cas d'usage, ce sont les tests précliniques pour la maladie d'Alzheimer, la sclérose en plaques et l'autisme. Mais les données qui sont enregistrées par ces capteurs, elles sont d'ores et déjà utilisées pour aller plus loin sur le sujet de l'épilepsie ou de la maladie de Parkinson. Donc vous l'aurez compris, il y a cette phase de test avec ce modèle 3D donné par cette société. Et en plus, il y a toutes ces données accumulées qui vont, elles, aider la recherche. Ça va permettre d'avancer, une fois de plus, vers la recherche, l'aboutissement peut-être un jour d'un traitement pour ces maladies neurodégénératives. Il faut rappeler quand même que pour la seule maladie d'Alzheimer, c'est 50 millions de personnes dans le monde qui sont concernées aujourd'hui. Ça permet d'accélérer les recherches. Oui, c'est ça l'idée, c'est d'accélérer les recherches, d'être plus précis, de balayer et peut-être de le faire des test économies. Animal, de faire des économies et de cibler plus vite et plus précisément une solution efficace à long terme. Merci beaucoup Cécilia Sévry. Puis on pourrait aussi épargner quelques animaux au passage pour ces tests précliniques. A priori. Merci beaucoup Cécilia Sévry. C'était Smart Tech. Merci à tous de nous suivre à la télé, sur le web et les réseaux sociaux. On se retrouve demain. On sera à 11h au rendez-vous. Pour le jeudi, vous savez, on fait un grand débrief de l'actualité technologique. En attendant, je vous souhaite à tous une excellente journée. Smart Tech avec BNP Paribas. Retrouvez des entreprises et des projets innovants.